Bonjour à toutes, bienvenue au webinaire de Roseup Association. Merci à toutes de nous avoir rejoints. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique pour Rose Magazine. Aujourd'hui, encore une fois, le professeur Sagachan nous fait le plaisir de répondre à toutes vos questions. Bonjour professeur, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Bonjour Émilie, oui, Mahasti Sagachian, je suis oncologue médicale. Je m'occupe de femmes qui ont des cancers du sein, également pour du dépistage de cancer du sein. Je travaille à l'hôpital américain qui est à Paris, à Neuilly, et à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Merci. Je vous rappelle juste le fonctionnement, je le disais en début de webinaire, je le répète, pour poser vos questions en direct, vous avez juste à appuyer sur le bouton Q&R en bas de votre écran. S'il vous plaît, évitez d'utiliser le bouton conversation, sinon ça nous oblige à jongler entre plusieurs fenêtres. Merci par avance. Alors je vois qu'on est 40, on doit encore attendre normalement quelques participants. Juste en attendant, je voulais vous dire, hein, pour celles qui ne le savent pas encore, que Rose Magazine, le dernier numéro de Rose Magazine est paru. En raison du confinement, malheureusement, nous n'avons pas pu paraître sous format papier et être distribué dans les hôpitaux. Donc, il est disponible en ligne gratuitement sur notre site internet. Vous pouvez le consulter. Voilà, c'est complètement gratuit. J'en profite aussi pour vous dire que nous avons besoin de vous en ces temps de crise qui nous impactent énormément. Donc, si vous voulez continuer, vous voulez nous soutenir dans nos actions, n'hésitez pas à faire un don. On a ouvert une page sur le site helloasso.com pour cet appel à dons, ou vous pouvez aussi aller sur notre site internet. Il y a un lien direct pour faire un don à notre association. Merci par avance. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet avec les questions. Vous nous en avez envoyé quelques-unes par mail dans les jours qui précédaient. Alors, on va peut-être commencer. Il y a beaucoup de questions autour de la protection et des masques. On a Catherine qui nous dit est-ce que les patients qui sont atteints de cancer ou en rémission pourront obtenir sous ordonnance des masques quand ceux-ci seront disponibles, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus ? Alors, je pense que la situation va évoluer. Ce qui se passait jusque maintenant, c'est vrai que nous, on adresse à nos patientes, surtout celles qu'on pense les plus fragiles, les plus vulnérables, des ordonnances. Et le souci en face, c'est de trouver la pharmacie qui a les stocks nécessaires pour leur en donner. À l'hôpital, malheureusement, nos stocks étant limités, on donne des masques à nos patients quand ils viennent en traitement sur place, mais pas pour le quotidien. L'autre souci, c'est que si on veut vraiment mettre les masques de bonne façon et qu'ils soient utiles et qu'ils protègent, il faut que ça soit des masques de qualité, qu'ils soient enfin des masques chirurgicaux mais de qualité. Idéalement, sur ces masques chirurgicaux, il faudrait qu'ils puissent être remplacés dans la journée. Et bref, aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau de stock suffisant pour pouvoir largement prescrire et que les pharmacies puissent largement distribuer des masques. Donc, nous, alors, il faut aussi savoir que nos patients vraiment vulnérables, vraiment fragiles, sont une minorité. La plupart des patientes qui sont soit en rémission, soit qui n'ont pas eu de chimiothérapie ou qui ne sont pas en cours de chimiothérapie, finalement, ont les mêmes besoins que la population générale et auront des masques quand il y aura vraiment une décision de santé publique et à grande échelle de port de masque. Je pense qu'en attendant, les masques maison, comme pour tout le monde, c'est pas une si mauvaise solution. Ça protège quand même un petit peu, associé bien sûr aux mesures de confinement. Alors, vous l'abordiez, il y a pas mal de personnes qui posent des questions sur les risques face au Covid, quand on est en rémission, quand on est en traitement. Est-ce que vous pouvez refaire un petit récapitulatif sur ces risques par rapport à la population générale ? Bien sûr, c'est vrai que c'est un sujet très important. Jusqu'ici et c'est un sujet qui évolue. Au dernier webinaire, on avait surtout des données de ce qui se passait en Chine ou ce qui s'est passé en Italie. On commence quand même maintenant, avec le recul en France, à avoir aussi des données sur, la population française et nous, au quotidien, sur nos patients. En réalité, vraiment et bon, je parle en particulier pour le cancer du sein, nos patientes à nous sont
heureusement faiblement à risque. Et même les patientes en cours de chimiothérapie auront peu d'aplasie et ne vont pas être très immunodéprimées. Donc, le risque finalement pour les patientes qui sont actuellement en traitement ou qui ont été atteintes de cancer du sein se rapproche assez du risque en population générale, avec des facteurs de risque qui sont les mêmes que la population générale, c'est-à-dire l'âge, les problèmes cardiovasculaires, le diabète. Et donc, finalement, pour nos patientes qui ont des cancers du sein, il faut qu'on prenne des précautions tout à fait identiques à celles de la population générale, et les femmes elles-mêmes doivent prendre les mêmes précautions. Bien sûr, ce qui va changer, c'est les modalités et le rythme de suivi avec, et ça on peut en parler plus tard, des examens qu'on peut décaler ou des traitements qu'on peut essayer de moins faire à l'hôpital et de faire plus à domicile. Malgré tout, et compte tenu de ce risque qui se rapproche de la population générale, je pense que on est presque en train de vivre le phénomène inverse, c'est-à-dire de femmes qui prennent du retard au diagnostic ou de femmes qui prennent du retard dans leur traitement ou dans leur modification de traitement ou dans leur suivi. Et à la limite, on est en train de basculer de l'autre côté et c'est ça qui va peut-être devenir dangereux. Le cancer va peut-être reprendre la place qu'il occupe malheureusement dans nos préoccupations avant le Covid. Oui, c'est important que vous alertiez là-dessus. Mm. On a aussi écrit des articles dessus sur le site Rose Magazine. Et je rebondis là-dessus parce qu'on a plusieurs personnes. On a Fabienne, on a Mariana qui doivent faire des examens de radiologie. Donc, on a Fabienne qui doit faire un scanner et une scintigraphie osseuse au 11 mai, donc le jour du Mm. confinement. Mariana, euh, alors, elle doit faire c'est un traitement, elle doit faire une radiothérapie à partir du 15 mai et elle se demande s'il y a un risque. C'est vrai qu'il y a il y a quand même des traitements et des examens médicaux qui sont maintenus et certaines femmes ont peur finalement d'aller à l'hôpital pour faire ces examens et ces traitements. Est-ce que vous pouvez les rassurer là-dessus? Oui, c'est vrai que c'est un sujet très important. Alors, il faut, se rendre compte que les structures hospitalières et de soins et les cliniques ont vraiment pris énormément de mesures. Il y a eu, des consignes des agences régionales de santé pour savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait plus faire. Il y a des hôpitaux qui sont des hôpitaux covid et d'autres qui ne le sont pas, et donc finalement, il n'y aura pas, une réponse et une situation valable pour toutes les patientes, et il y a une adaptation à faire au cas par cas en fonction de ce que vous avez à faire comme examen et de l'endroit où vous êtes suivi. Et peut-être pendant un certain temps, changer d'endroit où vous êtes suivi ou décaler effectivement vos examens. En pratique, on sait qu'il y a un certain nombre de traitements et de prises en charge qui peuvent être décalés sans danger ou substitués. Par exemple, on peut, pour une patiente qui a un cancer du sein peu agressif, hormonosensible, qui a été opérée, typiquement, on peut décaler la radiothérapie de 3 mois et pendant ce temps-là, commencer le traitement anti-hormonal qui va pendant ce temps-là protéger la patiente. Ça, c'est vrai pour des cancers peu agressifs. Pour un cancer plus agressif où il y avait une atteinte ganglionnaire, en revanche, il ne faut pas trop décaler cette radiothérapie et la faire dans le délai habituel de 1 mois, 6 semaines. Et commencer aussi le traitement anti-hormonal. Ça, c'est pour la partie traitement. Pour la partie examen, c'est vrai les examens annuels de surveillance. J'ai été traitée d'un cancer du sein, voilà, je n'ai plus rien et je fais une mammographie annuelle, une prise de sang éventuellement. Ça, honnêtement, on n'est jamais à 2 mois près et ça peut être décalé et c'est ce qu'on a fait. Alors, ça peut être et ça doit être décalé si vraiment, par exemple, vous faites votre mammographie dans un grand hôpital, dans un grand centre qui a beaucoup de circulation de patients, beaucoup de patients Covid. Si vous faites votre mammographie dans une petite structure où toutes les précautions de distanciation sociale sont prises, où on vous propose des masques à l'arrivée, etc., bah finalement, pourquoi pas faire votre mammographie en ville, dans ce centre proche de chez vous, sans vous exposer à un risque. Parce que aussi, on se rend compte, hein, tous ces examens qu'on décale, en juin, juillet, août, ça va être très, très compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, il faut un petit peu anticiper et encore une fois, changer ses habitudes et ses pratiques et s'adapter.
pour un scanner, une scintigraphie, ça, c'est des examens plus lourds qui se font souvent dans des hôpitaux et des hôpitaux qui, malheureusement, voilà, où il y a du monde qui passe, où il y a, surtout sur les appareils d'imagerie, un contact avec un manipulateur, un appareil qui doit être absolument nettoyé, stérilisé. Donc là, il faut vraiment bien mettre en balance le bénéfice-risque de chaque examen, le rediscuter, la pertinence. Est-ce que cet examen va changer le traitement? Est-ce qu'on ne peut pas, à la place de cet examen, faire une prise de sang ou faire un examen plus simple? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire juste le scanner et pas la scintigraphie? Donc ça, il faut que les médecins, avant tout, c'est notre rôle, y réfléchissent, que les patients aussi posent la question quand ils ont un doute. Il faut savoir que vraiment, les centres d'imagerie ont pris énormément de précautions, qu'ils ont d'eux-mêmes annulé, décalé des examens. Donc, on peut vraiment assez largement faire confiance au centre d'imagerie. L'examen qui aujourd'hui pose probablement le plus de questions, c'est l'IRM, parce qu'une machine d'IRM, c'est compliqué à désinfecter. On en parlera peut-être plus tard. Mais les indications d'IRM sont très précises. Une IRM, s'il faut la faire, il faut la faire, mais beaucoup d'IRM peuvent par contre être décalées. D'accord. Du coup, je rebondis alors sur deux choses. Vous parlez des centres d'imagerie, donc en dehors des cabinets de ville. La problématique que soulèvent certaines femmes, c'est que beaucoup sont fermés. Il y a eu des réorganisations, d'après ce qu'on a compris. Il y en a qui se sont regroupés pour faire face à la demande tout en protégeant les patients. Ça, c'est une problématique qu'on ressent beaucoup en Île-de-France, par exemple, qui est très impactée, ou vous arrivez Euh, à adresser vos patientes à des cabinets externes? Alors, c'est vrai que je pense que ce n'est pas que le cas de l'Île-de-France. Je pense que dans toutes les grandes agglomérations, c'est le souci. Sachant qu'on était déjà à flux tendu et que plus on a de volume de patients, plus c'est compliqué de réorganiser et de faire il faut à la fois faire du personnalisé, de l'individualisé et en même temps, voilà, gérer des grands volumes de patients. Globalement, les services et les structures ont été très réactives et les patients aussi. Ça s'est redistribué. Je pense que là, si vous voulez, il y a une vague qui est partie, enfin une vague de patients qu'on a relocalisés, qu'on a redistribués. Ce dont on a tous très peur, que ça soit dans les grandes structures ou dans les plus petites, en région parisienne ou ailleurs, c'est le retour de la vague. C'est-à-dire tous ces patients qui vont revenir, qu'il va falloir voir en urgence. Je pense encore une fois, malheureusement, et comme vous le dites, et vous avez fait vraiment un très, très beau papier là-dessus, il y a beaucoup de patientes, malheureusement, pour lesquelles il y a du retard de diagnostic, des maladies qui ont évolué. Et ces patientes-là, il va falloir les voir vite, faire des examens vite, les prendre en charge vite. Donc, ça c'est un sujet qui nous préoccupe très honnêtement. Et vraiment, je voudrais profiter de ce webinaire pour dire à toutes les patientes, si elles ont une inquiétude, si par rapport à leur cancer, une inquiétude évolutive ou de rechute ou de progression ou diagnostic, il faut qu'elles consultent. Il y a de la téléconsultation, il y a de la vidéoconsultation, il y a des moyens de prendre en charge les choses sans mettre les patientes en danger. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui remonte, c'est que du coup les malades de ce cancer se sentent peut-être un peu moins légitimes des fois à alerter leur médecin parce que elles ne sont pas infectées par le Covid. Donc oui, c'est très important, merci de le répéter. Consultez si vous avez un symptôme ou quoi que ce soit, et aussi maintenez les examens quand on vous les propose. Si on vous les maintient, c'est que votre sécurité est assurée. Et ça évitera, comme le disait le professeur Sagdetchian, que les services soient engorgés quand le déconfinement commencera. Vous savez, c'est exactement ce qu'on observe et qu'on entend probablement plus dans les médias autour des AVC, des maladies cardiovasculaires, des infarctus qu'on ne voit plus aux urgences. On parle moins du cancer, mais je crois vraiment qu'il y a un sujet qu'il faut nous faire confiance. Et encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de solutions de téléconsultation. Donc, il faut les utiliser et consulter. Et puis, voilà, on pourra soit vous rassurer, soit se lancer dans des investigations s'il faut. D'ailleurs, on a des questions sur le déconfinement qui a été annoncé au 11 mai. Alors, on sait qu'il sera progressif, hein, il ne va pas se faire d'un coup, mais on a parlé de la réouverture des écoles.
Et alors, on avait une question là-dessus, je vais juste essayer de la retrouver. Voilà. On a Véronique qui nous dit: j'ai une fille âgée de 10 ans, donc il va retourner à l'école normalement le 11 mai. Étant supposée être une personne à risque, comment je vais pouvoir gérer cette situation? Alors, elle dit qu'elle est personne à risque, par contre, je ne sais pas exactement quel cancer elle a, ni si elle est sous traitement, mais c'est vrai que c'est une problématique aussi qui remonte, ça. Les patients atteints de cancer qui vont devoir envoyer leurs enfants à l'école, donc avec des contacts potentiels avec le virus. Quels conseils on peut leur donner pour gérer cette situation? C'est vrai que nos patientes en particulier qui ont des cancers du sein vont être touchées. Elles sont mères de famille, elles ont souvent des enfants dans ces tranches d'âge. Et effectivement, moi j'ai aussi beaucoup de patientes qui m'écrivent là-dessus. Je pense que en fait, tout est dans ce que vous disiez, dans la définition de je suis une personne à risque. Il faut vraiment, je crois que l'auto-évaluation qu'on a de la vulnérabilité, elle est peut-être pas tout à fait exacte. Et je pense qu'il faut premièrement se poser la question de est-ce que je suis une patiente à risque? Et ça, encore une fois, si vous êtes sous traitement de chimiothérapie, si vous venez d'être opéré, si vous êtes en cours de radiothérapie, oui, vous êtes une personne à risque. À distance de ces traitements, vous êtes nettement moins une personne à risque. Et puis, tout dépend aussi de tout ce que vous avez par ailleurs, de votre état de santé en général. Donc ça, c'est une première chose. Après, voilà, en dehors de ces patientes-là, donc potentiellement un peu à risque, voilà, les enfants peuvent reprendre l'école, etc. Si vous êtes en cours de traitement, que vos enfants doivent retourner à l'école, il y a deux possibilités. D'une part, en discuter avec votre oncologue, on peut tout à fait faire des certificats pour dire, en fonction pour chaque patiente et chaque cas particulier, quelles sont les contre-indications et s'il faut éviter le retour à l'école. Il faut aussi, je pense qu'il faudra qu'on s'organise en tant que mère de famille, en tant que parent, pour quand nos enfants retourneront à l'école, pour quand ils rentrent à la maison, les doucher, leur faire laver les mains, éviter la barrière sociale, éviter les rapprochements physiques, et aux moindres symptômes d'un enfant, parce qu'ils peuvent en avoir aussi, et bien consulter. Voilà. Donc, je pense qu'on ne pourra pas déroger à cette règle du retour à l'école, d'autant que les enfants doivent y retourner. Maintenant, avec probablement plus de précautions pour nos patientes, et puis au cas par cas pour chacune, à évaluer en fonction avec les oncologues. Oui, parce que finalement, ça s'apparente un peu aux arrêts de travail qui ont été autorisés pour les personnes qui vivent sous le même toit qu'une personne à risque. J'imagine que ça va être un peu du même genre. Le médecin traitant pourra faire un certificat pour dire que l'enfant ne peut pas aller à l'école parce que sa maman ou son papa sont particulièrement à risque. J'imagine que ça sera un peu au cas par cas. Tout à fait, Émilie. Oui, nous, on avait vraiment d'emblée, dès le début de l'épidémie, fait des certificats types qu'on a largement distribués, qui ont vraiment permis aux conjoints de se mettre en télétravail, aux patientes elles-mêmes de se mettre en télétravail. Donc ça c'est facile à faire, et je pense que, enfin, et il y aura vraiment du point de vue des administrations, beaucoup de tolérance là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce 11 mai et de ce retour à l'école. On est avec vous, et voilà, il faut vous protéger, on vous donnera tous les moyens de le faire. Pour revenir sur cette notion de personne à risque, donc vous disiez que plus on est loin de la fin des traitements, moins on est à risque. Il y a Céline qui demande justement, donc c'est un cas précis, j'ai terminé ma chimio il y a 2 mois. J'ai vu que les anticorps mettaient 9 mois à se restaurer. Suis-je considérée comme une personne à risque par rapport au Covid? Ah, Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. On sait que l'immunité, je crois que ma connexion n'est pas très bonne, j'espère que ça ne coupe pas beaucoup. L'immunité est quelque chose de très complexe. Quand vous êtes en cours de chimiothérapie, on vous parle beaucoup de vos globules blancs, et en particulier des polynucléaires neutrophiles, parce que c'est eux qui baissent pendant la chimiothérapie. Et ces polynucléaires neutrophiles sont les principaux agents de protection contre les bactéries.
Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'aplasie et le risque de l'aplasie, c'est-à-dire de cette baisse de polynucléaires neutrophiles et de globules blancs, expose nos patientes à des infections, mais des infections bactériennes. Ce qui n'est pas du tout le cas du Covid, qui est un virus. Pendant la chimiothérapie, et même le cancer lui-même, s'accompagne d'une petite baisse de l'immunité contre les virus aussi. Et c'est pour ça, par exemple, que les patientes qui ont des cancers durant la période d'hiver, on leur demande de se vacciner contre la grippe, parce qu'il y a aussi une légère baisse de l'immunité contre les virus. Mais cette immunité contre les virus, elle est beaucoup plus difficile à mesurer. Et sur la prise de sang, ça ne se verra pas. Et la réaction que chaque patiente, la réaction immunitaire qu'elle est susceptible de développer, elle va être très variable d'une patiente à l'autre. Et donc, il se peut qu'une chimiothérapie diminue l'immunité antivirale d'une patiente de façon plus importante qu'une autre. Globalement, les anticorps et notre corps continuent à être très, très réactifs contre les atteintes virales. C'est pour ça, encore une fois, qu'en cours de chimiothérapie ou après chimiothérapie, on n'a pas observé, là, sur ces derniers mois, d'augmentation de risque d'infection ou d'infection sévère. Donc, je pense franchement que Céline, c'est ça, qui posait la question, peut être assez rassurée. La chimio a baissé son immunité contre les bactéries, mais ça s'est passé. Il faudrait quand même regarder sa prise de sang aujourd'hui, voir quels sont ses taux de globules blancs, de polynucléaires neutrophiles, de lymphocytes. Si sa prise de sang est à peu près normale, si elle se sent dans un état général correct, honnêtement, elle est probablement, enfin, elle n'est pas particulièrement à risque d'infection. D'accord. On a le même type de question de Laetitia qui est en chimiothérapie orale. L'impact aussi sur les défenses immunitaires, là, c'est variable ou... Alors, effectivement, là, c'est variable. Ça dépend du type de chimiothérapie. Il y a une chimiothérapie sur laquelle il faut être très, très prudent. C'est une chimiothérapie orale qui s'appelle l'endoxan, le cyclophosphamide. L'endoxan, assez étonnamment, ne fait pas tellement baisser les globules dans le sang, ne fait pas trop baisser les fameux globules blancs et les polynucléaires neutrophiles. Et donc, on pourrait se dire, voilà, on est tranquille. Et souvent, les patientes, et il y a même beaucoup de patientes âgées qu'on met sous endoxan parce que justement, les globules ne baissent pas, elles sont peu à risque d'infection bactérienne. Par contre, l'endoxan a un effet tout à fait spécifique sur l'immunité et diminue l'immunité. Et l'endoxan est même donné comme traitement dans certaines maladies auto-immunes. Et donc, attention, vigilance pour les patientes qui sont sous endoxan. Rediscutez-en avec votre médecin. Si vous avez des symptômes, de la fièvre, de la toux, soyez vraiment très, très vigilants. Prenez votre température et recontactez votre médecin traitant et votre oncologue. Voilà, l'endoxan est un petit peu plus dangereux que les autres. Les autres chimiothérapies orales, alors je citerai surtout celles qu'on utilise dans le cancer du sein et dans d'autres cancers, le Xeloda, qui s'appelle aussi cyclophosphamide, l'anavelbine, qui existe en capsule orale molle. Ces chimiothérapies peuvent faire baisser les globules blancs, mais on n'a pas observé de diminution d'immunité franche avec ces chimiothérapies, pas plus de risque d'infection et de complications de Covid. Donc ces chimiothérapies, voilà, vous pouvez les prendre tout à fait tranquillement. Alors, il y a aussi d'autres types de médicaments aujourd'hui oraux qui sont à la frontière entre chimiothérapie et hormonothérapie. Bon, alors, il y a l'hormonothérapie elle-même. Sous hormonothérapie, a priori, pas de diminution de l'immunité, pas de diminution des globules. Avec le tamoxifène, on peut voir de temps en temps les polynucléaires neutrophiles qui descendent, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces hormonothérapies exposent les patientes à des risques infectieux ou de complications. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'hormonothérapie aujourd'hui qu'on associe aux inhibiteurs de CDK. Il y a 3 médicaments aujourd'hui sur le marché, l'abemaciclib, le ribociclib, le palbociclib, qui ont des noms commerciaux également. Ces 3 médicaments-là, on les associe à l'hormonothérapie pour des patientes qui ont des cancers du sein métastatiques. Ces 3 médicaments-là peuvent faire baisser les globules blancs. Là encore, ce sont les globules blancs, ce sont les polynucléaires neutrophiles, donc plutôt les infections bactériennes.
ces patientes-là sont probablement un peu plus à risque d'infection virale, mais pas énormément. Enfin, c'est vraiment des traitements qui sont globalement bien tolérés. Et encore une fois, on n'a pas observé plus de patientes et d'infections graves chez les patientes qui sont sous ces traitements-là. Donc, vous pouvez les continuer comme il faut les continuer, comme en temps normal, continuer les surveillances biologiques et bien sûr alerter s'il y a un symptôme. Je crois qu'on a fait un peu le tour des traitements oraux. Alors, Est-ce qu'on a… il y a Stella qui demande pour, en ce qui concerne les thérapies ciblées comme l'herceptine. Ah oui, très très bonne question. C'est vrai que l'herceptine, ça inquiète un peu nos patientes parce que l'herceptine, c'est un anticorps. Et donc, on parle beaucoup des anticorps. Les anticorps, c'est ce qu'on cherche à développer pour lutter contre le virus. Et l'anticorps herceptine, il lutte contre les cellules cancéreuses. Il y a l'herceptine, il y a le pertuzumab qui s'appelle Perjeta. Il y a le Kadcyla qui est une chimiothérapie couplée à un anticorps. Très franchement, ces anticorps n'ont aucun impact sur les globules blancs, n'ont aucun impact sur les défenses immunitaires par ailleurs. Donc vraiment, si vous avez un traitement par Herceptine, par Perjeta, vous pouvez le continuer. Il n'y a aujourd'hui aucun risque qui a été vu chez ces patientes-là. Il y a ni théoriquement ni en pratique de risque particulier. Le seul risque, c'est que pour faire ces traitements, il faut aller à l'hôpital. Et donc, nous, typiquement, on a été amenés à annuler ou décaler des injections, pas tellement à cause du produit, mais à cause de l'hôpital. Et c'est des produits qu'on donne souvent sur le long cours, qu'on donne toutes les 3 semaines, mais sur plusieurs mois, voire des années. Et donc, annuler 1 ou 2 injections ou les décaler, ce n'est pas grave du tout. C'est des produits qui circulent très longtemps dans le sang. Donc vraiment, si on les annule, c'est pas pour le produit lui-même, c'est pour, je vous dis, c'est pour l'hôpital et le personnel hospitalier, voilà, avec lequel il faut être moins en contact. Alors, une dernière chose, pardon d'être longue, toujours sur l'herceptine. L'herceptine, il y a des structures d'hospitalisation à domicile ou santé-service qui le font à domicile. Donc, c'est une option si c'est en place dans votre secteur. Et si vous ne voulez pas qu'on annule ou qu'on décale, de l'organiser à domicile. Bon, à domicile, voilà, c'est une infirmière qui va venir. Il y a aussi ce risque de contact avec du personnel médical ou paramédical, mais c'est une alternative. Voilà. D'accord. Du coup, il y a beaucoup de questions sur cette notion de risque et d'aplasie. Il y a Sandrine qui demande à partir de quel dosage part-on d'aplasie? En fait, quand on a nos examens, analyse de sang, quelle ligne il faut regarder et quel chiffre Oui. Alors, oui, merci Sandrine de poser la question parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est formidable que les patientes puissent se gérer et ce genre d'informations vraiment pas très compliquées. Alors, la chose à regarder sur votre prise de sang, c'est la partie leucocytes. Et dans les leucocytes, c'est toute la famille des globules blancs. Dans les leucocytes, on a les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes. Voilà, c'est toute une famille de cellules sanguines qui vont protéger contre les infections en général. Celui qu'il faut regarder tout particulièrement dans cette famille-là, c'est les polynucléaires neutrophiles. Donc, les polynucléaires neutrophiles sont un des membres de la famille des leucocytes. Et les polynucléaires neutrophiles, alors, ils peuvent vraiment avoir des taux très variables. Il y a 2 types de choses qu'il faut regarder. Soit qu'ils soient très élevés, quand on a des polynucléaires neutrophiles au-dessus de 8000, 10 000, ça peut être le témoin d'une infection. Parce que ce sont des globules qui protègent contre les infections bactériennes. Et donc, si on a une cystite, si on a une infection pulmonaire, les leucocytes peuvent monter. Donc, c'est un des témoins d'une infection. Les leucocytes, ils peuvent aussi monter parce qu'on a eu une injection de facteurs de croissance. Et donc, votre médecin vous a prescrit du Neulasta, un GCSF pour vous booster votre immunité. Hop, les leucocytes montent. Donc, ça, c'est l'autre raison pour laquelle ils montent. Donc, quand ils montent, voilà, soit c'est parce que vous avez eu un médicament, soit c'est le signe d'une infection. À l'inverse, ces leucocytes, ils peuvent diminuer. La chimiothérapie, elle tue nos cellules normales et entre autres, ces cellules sanguines, les leucocytes et les polynucléaires neutrophiles qui se reproduisent très très vite et donc la chimio, boum, les impacte très très vite. Souvent, c'est 7, 8, 10 jours après une chimiothérapie. Et c'est là qu'on parle d'aplasie. C'est quand les polynucléaires neutrophiles diminuent. Il y a des degrés d'aplasie. Nous, médicalement, on dit qu'il y a le grade 1 au grade 4. Pour une patiente qui regarde sa prise de sang,
elle regarde les polynucléaires neutrophiles. S'ils sont au-dessus de 1500, alors parfois certains laboratoires les mettent en 1,5. Ils mettent en 10 puissance 3. Donc 1500 ou 1,5, au-dessus, on est tranquille. On n'est pas en aplasie. En dessous, on est en aplasie, et en aplasie de plus en plus profonde et grave, plus ça diminue. Jusqu'à 1000, très honnêtement, ou 1, il y a très peu de risques infectieux, et nous, souvent, jusqu'à 1000, on fait des chimiothérapies, voilà, et on ne prend pas de précautions particulières. La zone de risque, elle commence quand on descend en dessous de 1000 ou en dessous de 1. Là, on commence à être plus vulnérable aux infections ou aux surinfections. Donc, typiquement, vous êtes en dessous de 1000. Si vous attrapez l'infection Covid, vous pouvez là-dessus en plus attraper une surinfection bactérienne. Donc, vous pouvez avoir vraiment une forme plus grave. On est dans le cas de prêt, refaire les prises de sang, éventuellement les voir en consultation, et risque d'infection, là c'est vraiment l'alerte commence à 500 ou bien 0,5. Là, on est dans une aplasie profonde. Là, il y a un très gros risque infectieux, et votre médecin, le médecin traitant, pas forcément aller à l'hôpital, parce que l'hôpital est bourré de bactéries et de virus. Mais voilà, et on fait justement à ce moment-là, en général, ces injections de facteurs de croissance pour faire monter les globules blancs et les polynucléaires neutrophiles. Alors, c'est pas toujours juste pour que les patientes ne s'inquiètent pas trop. Il y a les polynucléaires neutrophiles, mais il y a tous les globules qui sont en dessous aussi, enfin tout le reste des membres de la famille. Et en particulier, il y a un autre membre qui s'appelle les monocytes, et souvent on additionne monocytes et polynucléaires neutrophiles. Mais là, on rentre un peu dans des subtilités. Donc voilà, je crois que le truc qu'il faut avoir en tête, c'est polynucléaires neutrophiles, 500, 1000, 1500. Et ça, on pourra le mettre par écrit sur le site si vous On voulez. va compléter. On avait fait un premier article sur ce qu'on entend par aplasie, et on va compléter en effet. Alors, il y a Sandrine du coup qui rebondit sur la thérapie ciblée, parce que elle dit que son oncologue lui a demandé d'arrêter sa thérapie ciblée de Librance pendant le confinement et de la reprendre au moment du déconfinement. Elle trouve ça pas très logique. Voilà. En plus, elle doit remettre son fils à l'école le 11 mai, et du coup, elle demande votre avis. Alors, effectivement, donc, les thérapies ciblées, comme on le disait tout à l'heure, peuvent donner des aplasies, diminuer les globules blancs. C'est assez variable d'une patiente à l'autre, et assez variable en fonction de la dose de thérapie ciblée. Parfois, on diminue la dose justement pour éviter la diminution de globules blancs. Les thérapies ciblées qu'on associe aux hormonothérapies, c'est des traitements qu'on prend en général sur plusieurs mois, voire des années. Et encore une fois, interrompre ce type de traitement pendant 1, 2, 3 mois, c'est pas très, très grave. C'est à ajuster à l'agressivité de la maladie elle-même. Donc, quand on a une maladie peu agressive, on peut se permettre de pas ajouter la thérapie ciblée, on continue l'hormonothérapie seule, et on fait une pause de la thérapie ciblée. Ça nous arrive même quand les patientes sont fatiguées, quand leurs globules ont trop baissé, pour permettre à la moelle de se restaurer. Donc, c'est pas complètement scandaleux ou délirant d'avoir arrêté cette thérapie ciblée pour quelque temps. Après, tout dépend du stade où en était la maladie de cette patiente. Et si sa maladie, par exemple, était en rémission, bien sûr, on peut arrêter, il n'y a pas de problème. Si on venait de démarrer la thérapie ciblée, bon, on est un peu plus embêté. Donc, il faut qu'elle se situe par rapport à ça. Il faut qu'elle se situe aussi par rapport à la tolérance qu'elle avait, elle, de ce traitement-là, et de l'impact que ça avait sur ses prises de sang. Je pense que typiquement pour elle, la question de la reprise de la thérapie ciblée au moment du déconfinement va se poser, parce que voilà, elle va être réexposée, et donc à ce moment-là, typiquement, soit elle reprend sa thérapie ciblée, et puis on prend des précautions vis-à-vis de ses enfants, ou elle décale encore un petit peu, ou elle reprend à une dose qui donne moins d'aplasie. Voilà, il y a toutes ces possibilités-là. Vous savez, ces thérapies ciblées, Ibrance, donc palbociclib, Verzenio, etc., on ne les avait pas il y a encore 5 ans, et on avait des patientes avec les mêmes maladies sous hormonothérapie, et chez qui ça marchait très, très bien. Donc,
c'est des traitements dont on peut se passer quelques mois. D'accord, pas d'inquiétude Oui. particulière. On a à nouveau des questions sur les examens radiologiques. Il y a Laurence qui demande qu'en est-il des examens tels que les TEP scans dans le cancer métastatique? Est-ce qu'ils sont maintenus? Alors, oui, enfin, les TEP scans font partie des examens qui sont le plus maintenus. Pourquoi? Parce que le TEP scanner est un formidable examen qui donne vraiment une vision de toutes les localisations du corps en un seul examen. Un TEP scanner, ça remplace une scintigraphie et un scanner. Donc, c'est un examen qui a un 2 en 1. Ça, c'est l'avantage du TEP scanner. Et le TEP scanner, aujourd'hui, est devenu indispensable pour nous pour faire les bilans d'extension des cancers localisés ou pour faire le suivi des cancers métastatiques. Alors, du coup, on a vraiment maintenu la plupart de nos TEP scanners. En plus, c'est la machine, l'appareil est plus facile à désinfecter qu'un appareil d'IRM. En plus des examens, c'est pas comme une mammographie où vous aviez 30 patients dans une matinée. Un TEP scanner, il y a un nombre limité de patients de toute façon qu'on peut faire. Donc, voilà, c'est pas des flux massifs de patients. Les capacités en TEP scanner étaient déjà un peu saturées. Donc, vous imaginez que si aujourd'hui on annulait les TEP scanners, ça serait impossible en juin, juillet, août de rattraper tout. Et donc, c'est important d'en maintenir un certain nombre. Mais on a décalé pas mal d'examens. Encore une fois, par exemple, en situation métastatique ou même pour le bilan d'extension d'un cancer localisé, on n'est jamais à 1 mois près. Donc, on peut décaler. Alors là, ce confinement se prolonge et les précautions se prolongent. Voilà, petit à petit, on reprend. Mais si vous avez un TEP scan qui est programmé, je pense qu'il faut globalement y aller et le faire sans trop d'inquiétude. Alors, on a Roxane qui est très angoissée parce qu'elle a un cancer du sein métastasé. Elle est sous traitement de chimio bimensuel plus cortisone. Elle a des déplacements en taxi pour l'hôpital. Par ailleurs, son conjoint doit sortir le chien 3 fois par jour. Ça, c'est aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Elle est très angoissée par rapport à son risque face au Covid. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos-là? Je pense Ah, on a un petit problème de que connexion. oui, je compte de choses qui s'accumulent et c'est vrai que bon, c'est typiquement une patiente chez qui on doit bien réfléchir parce qu'elle a beaucoup de sources de vulnérabilité. Par rapport à sa chimiothérapie, elle ne dit pas quel type de chimiothérapie elle a. Alors, juste que je le retrouve. Je l'ai perdu. Gémox. Ah, du Gémox, d'accord. Par rapport à la chimiothérapie, bon, je ne sais pas ce qu'elle a reçu auparavant comme traitement. Il se peut qu'on n'ait pas tellement de choix de remplacer le Gémox par une chimiothérapie orale. Par exemple, on a la Navelbine, qui est un produit qui est en termes qu'on donne à peu près dans les mêmes indications que le Gémox. Bon, il y aurait la discussion éventuellement de remplacer son Gémox par de la Navelbine, parce que la Navelbine, ça se prend par voie orale. Ça lui permettrait de ne pas aller à l'hôpital. Donc, il y a des options, mais je ne sais pas si ces options ont été évaluées. Après, le Gémox n'est pas très aplasiant. Donc, le Gémox ne diminue pas beaucoup les globules blancs ni l'immunité en général. Ça fatigue, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas une des chimios qui la met le plus à risque. Ce qui la met à risque, bien sûr, c'est d'aller à l'hôpital. Là, il faut qu'elle s'assure que quand elle y va, les mesures de protection soient bien prises, qu'on lui donne un masque, que les infirmières soient bien protégées, c'est clair, que les conditions aussi dans lesquelles, parce que souvent, on a malheureusement des hôpitaux de jour avec des grandes salles communes, avec des patientes alignées ou des patientes dans des box individuelles. Donc, il y a des conditions un peu à réfléchir et à rediscuter. Maintenant, si elle a une maladie métastatique et de la chimiothérapie, c'est probablement, malheureusement, qu'il faut traiter cette maladie et continuer ces traitements. Donc, après, les précautions qu'elle peut prendre, elle, de son côté, par rapport à son époux et son chien, juste un petit mot sur les animaux de compagnie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que
visiblement, les animaux domestiques qu'on a, nous, les chiens, les oiseaux, ne transmettent probablement, enfin, ne sont pas porteurs. Le virus n'est pas capable de se développer chez ces animaux-là, sauf chez les chats. Et donc, petite précaution vis-à-vis des chats, on évitera trop de câlins et surtout on se lavera bien souvent les mains. Puis en plus, un chat, ça va se balader un peu partout. Donc le virus, il peut se développer chez le chat. Donc attention, mais voilà, les pauvres chats, il ne faut pas non plus les mettre à la rue, mais il faut juste être prudent. Les autres animaux, pas de problème. Donc le mari qui va balader le chien, c'est vrai que le chien dans la rue, il peut marcher sur des crachats, etc. Donc il faut un peu le nettoyer quand il rentre et c'est tout. Et quant aux véhicules de transport, les taxis, les VSL, ils prennent vraiment beaucoup, beaucoup de précautions, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Et donc, il faut voilà, vraiment que cette patiente, typiquement, on lui prescrive et on essaie de lui avoir des masques, on essaie de lui avoir du gel hydroalcoolique et qu'elle puisse se protéger à chaque fois qu'elle monte dans son VSL, etc. Après, encore une fois, hein, très franchement, sur ces derniers mois, que ce soit dans les petites structures ou dans les grands centres, nos patientes avec leur cancer du sein et sous traitement ne nous ont pas posé de problème majeur d'infection grave. Ce ne sont pas ces patients-là qui se retrouvent en réanimation. On comprend, ce virus, il est très complexe, il s'attaque un peu de façon aléatoire. Alors, mais voilà, on n'a vraiment pas du tout eu le sentiment que nos patientes, et heureusement, parce que ça serait double peine, en chimio et avec leur cancer, sont plus à risque. Donc, je crois que, bien sûr, elle doit être prudente, mais elle ne devrait pas s'inquiéter plus que ça et faire son traitement. D'accord. Mm. Alors, on parlait des patients qui ont un cancer du sein qui ne sont pas forcément plus à risque que la population en général, sauf cas de comorbidité. Et on a une question de Laurence, qui est institutrice, pardon, qui a un cancer du sein à distance de ses traitements. Donc, elle a eu de la chimio et de la radiothérapie. Elle est sous hormonothérapie et elle a un diabète de type 2 non insulinodépendant. Et la reprise de l'école l'inquiète, du coup. Oui, alors effectivement, voilà, typiquement, c'est vraiment ce profil de patiente pour lesquelles on serait à la limite plus inquiet. Je ne sais pas quel âge elle a, parce que l'âge est un facteur majeur. À 40 ans, on a une immunité beaucoup plus forte, beaucoup plus réactive qu'on l'a à 70 ans. Si elle a des enfants en bas âge, elle doit être quand même plutôt jeune, si elle a des enfants qui reprennent l'école. On a son diabète. Donc, le diabète, il faut absolument qu'elle soit très vigilante et qu'il soit très bien équilibré. Donc, il faut qu'elle régulièrement, elle teste ses glycémies et que son traitement soit ajusté pour avoir des glycémies normales. Et puis, il y a les autres comorbidités associées au diabète qui sont le surpoids. Donc, je ne sais pas si elle a ce facteur de risque en plus. Est-ce qu'elle a d'autres facteurs de risque métaboliques? Est-ce qu'elle a de l'hypertension artérielle? Voilà, tout ça, ça peut malheureusement s'ajouter. Je pense qu'une des mesures qu'elle peut prendre très immédiatement, en dehors de contrôler bien son diabète, c'est aussi l'activité physique. On sait que l'activité physique a 2 impacts majeurs. Un, sur le diabète, avec l'activité physique régulière sur un tout petit diabète, on peut l'équilibrer. 2, sur l'immunité, rôle majeur de l'activité physique sur l'immunité. Donc vraiment, je lui recommanderais de suivre vos sessions en ligne, de faire du Rospila, d'aller voir la Camille, voilà, de se bouger, même si c'est très compliqué en ce moment, mais franchement, ce n'est pas rien. Bon, par rapport à ces enfants qui retournent à l'école, faut vraiment faire un point complet de ces facteurs de risque et puis lui donner les bonnes Elle est recommandations. institutrice, en fait, c'est elle qui va retourner à l'école. Ah, c'est elle, oui. Peut-être que c'est les deux, hein, mais oui, peut-être qu'elle va pouvoir avoir une dispense C'est si ça, oui. D'accord. Ouais. Oui, Je ne sais pas si les télés, enfin, il y a beaucoup de télé enseignements qui se sont développés. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Ça serait pas mal, ouais. Mm. Oui, je reviens sur comment on peut stimuler naturellement ses défenses immunitaires. C'est une question qu'on avait abordée lors du Mhm. dernier webinaire. On a retranscrit ça sous la forme d'un article. Donc, c'est ça, Ah, le sport et prendre soin de son microbiote en mangeant équilibré et des éléments fermentés. voilà, exactement. Et voilà.
Alors, toujours pour rester dans ces questions de comorbidité, on a Véronique qui a eu un cancer du sein en novembre 2018. Donc, elle a eu de la chimio et de la radiothérapie. Elle a contracté des problèmes pulmonaires en octobre 2019. On suspecte un POC. Alors, j'avoue que je ne connais pas cet acronyme, vous nous en direz plus. Et elle est sous prednisone. Alors, est-ce que ça la rend du coup plus à risque? Aïe, aïe, aïe. Oui, je suis un peu embêtée pour elle, effectivement. C'est vrai que, alors, certains de nos traitements, par exemple, l'Afinitor. Attention avec l'Afinitor, c'est un médicament qu'on donne associé à l'hormonothérapie. C'est donc une thérapie ciblée, mais c'est une thérapie ciblée de la génération d'avant les inhibiteurs de CDK, avant les ribocyclib, Ibrance, etc. L'Afinitor a une toxicité pulmonaire. L'Afinitor donne des fibroses pulmonaires et donne un symptôme comme une infection pulmonaire, mais ce n'est pas infectieux. Et ça donne des symptômes qui ressemblent d'ailleurs aux symptômes de l'infection Covid. Du coup, l'Afinitor, en même temps, enfin, dans cette période d'épidémie, c'est un des médicaments à éviter à proscrire. L'Afinitor, en plus, peut entraîner un diabète. Enfin, c'est vraiment un médicament aujourd'hui, dans ce contexte qui est malheureusement qui rend les patientes très à risque et très vulnérables. Donc ça, c'était un point. L'autre souci qu'a cette patiente, c'est effectivement les corticoïdes. La cortisone, c'est un médicament très étonnant. C'est un médicament qui, à la fois, diminue l'immunité et en même temps, un médicament qui permet de lutter contre les excès de réaction immunitaire. Donc, c'est un médicament, par exemple, chez les patients aujourd'hui qui ont des atteintes Covid. Vous savez, le Covid, il y a la partie infectieuse et il y a la partie immunitaire. Et quand il y a une réaction immunitaire trop forte, en réanimation, on peut donner de la cortisone aux patients. Globalement, la cortisone, surtout quand on la prend au long cours, c'est un médicament formidable qui a plein d'intérêts, plein de bénéfices, qui lutte contre l'inflammation, qui diminue la fibrose pulmonaire ou les atteintes pulmonaires médicamenteuses, mais au long cours, il diminue l'immunité. Et donc, c'est sûr que si on a de la cortisone au long cours, on est plus à risque d'infection, alors d'infection bactérienne, mais aussi d'infection virale, et on est aussi plus à risque de diabète. Donc, je pense malheureusement que cette patiente ne peut pas se passer de sa cortisone et elle doit la continuer. C'est des médicaments en général qu'on n'arrête pas d'un coup parce qu'il y a des effets rebonds, il y a vraiment beaucoup de dangers à arrêter d'un coup. On peut diminuer progressivement si les patients n'en ont plus besoin. Donc, si elle doit continuer, il faut qu'elle continue, mais il faut qu'elle soit particulièrement vigilante, qu'elle prenne beaucoup de précautions, qu'elle fasse aussi éventuellement des prises de sang ou s'il y a une suspicion d'infection ou d'infection autre, voilà, qu'on la dépiste très rapidement. Donc, oui, prudence, mais bon, il faut malheureusement qu'elle continue ce médicament. Oui, c'est vrai qu'on avait fait un article suite à cette alerte sur les anti-inflammatoires. Donc, je vous invite aussi à regarder le site internet. On avait essayé de faire un bilan suivant les types d'anti-inflammatoires. Alors, les questions autour des examens reviennent un peu, même si on l'a abordé, c'est pas grave, on va le redire, ça ne coûte rien. Il y a Linda qui, du coup, se demande si en période de Covid, il faut continuer la surveillance des cancers métastatiques avec scanner et PET scan. Donc, il me semble que la réponse était oui. Alors, oui, il faut continuer, mais il faut ajuster aussi. D'abord, on a parfois tendance à multiplier un peu les examens parce qu'on veut avoir un bilan très précis. Donc, on peut faire un PET scanner et puis en plus se dire « Ah, j'aimerais bien avoir une IRM pour voir l'os, faire une écho pour le foie. » Donc là, à mon avis, il faut être un peu plus mesuré sur les prescriptions. Ensuite, je pense, comme je le disais tout à l'heure, très franchement que si un examen global à faire, c'est le PET scanner. Après, par exemple, si on est suivi pour un cancer du sein métastatique avec des métastases au foie uniquement ou essentiellement, on peut faire juste une échographie du foie ou un scanner. Donc voilà, ça sera là aussi au cas par cas. De temps en temps, il y a des patientes aussi qu'on arrive à suivre sur leurs marqueurs.
le CA15-3 ou la CE. Donc, moi, j'ai beaucoup de patientes chez qui je faisais des PET scanners régulièrement, à qui j'ai dit, bon, pour l'instant, on va juste regarder le marqueur et on ne fait un PET scanner que si le marqueur monte ou si les enzymes du foie se perturbent. Voilà, aussi, donc, on peut substituer les examens radiologiques parfois à d'autres examens. On peut les limiter un petit peu, mais voilà, il y a des situations où on ne peut pas s'en passer. Et moi, je trouve que notre danger, encore une fois, c'est de décaler ces examens et de passer à côté d'une maladie qui progresse où il aurait fallu changer de traitement. Donc, il faut bien réfléchir. Et idem, Sabine se demande si elle doit faire sa scintigraphie osseuse pour un bilan d'extension. Ah, très bonne question, très très bonne question. Tout dépend du type de cancer qu'a Sabine et en réalité de son risque de métastase. Si les médecins, compte tenu du stade de son cancer, suspectent vraiment des métastases qui changeront du coup le traitement, oui, elle doit le faire. Franchement, dans la plupart des cas, on sait évaluer ce risque. Dans la plupart des cas, sur un cancer récemment diagnostiqué, un petit cancer du sein, même avec une atteinte ganglionnaire, le risque de métastase est extrêmement faible. Et donc, voilà, on peut franchement décaler cette scintigraphie à dans 3 mois. À un moment, il faudra la faire, mais c'est peut-être pas l'urgence maintenant. Et voilà. Donc, c'est encore une fois au cas par cas, mais un bilan d'extension, sauf si forte suspicion de métastase, c'est jamais impératif. Et ce qui est plus important, c'est finalement de commencer les traitements et puis faire les bilans d'extension un peu en décalé. D'accord. On arrive à la fin du webinaire. Il y a une question. Déjà ? Oui, ça passe vite. Alors, on a une question alors, c'est étonnant parce qu'on avait cette idée de sujet à traiter pour Rose Magazine au sujet de la PMA. Oui. Et de la préservation ovocytaire et de ces pertes de chance parce que décalage en raison du confinement. On a Marie-Céline, donc elle a 42 ans. Non, elle va avoir 42 ans en juin, pardon, je l'avais dit un peu. Elle a eu un cancer du sein avec double mastectomie préventive, donc j'imagine qu'elle est BRCA. Après 2 ans de tamoxifène, j'ai obtenu une fenêtre thérapeutique de 3 mois pour autorisation de grossesse. Elle a commencé en mars 2020, donc elle va se terminer début juin. Ma consultation d'ouverture de dossier pour la préservation ovocytaire était prévue le 10 mars, a été annulée. Donc elle se demande si elle va pouvoir bénéficier de cette préservation quand les opérations d'implantation vont reprendre et si jamais il y a un échec, est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes? C'est une question très large. Très large autour de la PMA. Écoutez, vraiment, je la remercie de cette question parce que c'est un sujet que je n'avais pas pensé à aborder et qui est très, très important. On a 2 cas de figure. On a le cas de figure de cette jeune femme. On a aussi le cas de figure de patientes qui vont démarrer de la chimiothérapie. On sait que la chimiothérapie diminue la fertilité. Normalement, chez une patiente en dessous de 40 ans, qui va démarrer de la chimiothérapie, selon son souhait, bien sûr, il faut lui proposer de la préservation de fertilité. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On va prélever soit des ovocytes, soit un morceau d'ovaire qu'on congèle et qu'on pourra utiliser plus tard pour des FIV si la patiente veut des enfants après ses traitements et que sa fertilité a diminué. Bon. Ça, c'est ce on doit faire et il y a des structures spécialisées pour ça et on doit impérativement adresser nos patientes de moins de 40 ans à ces structures-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dès le début de l'épidémie, les centres qui travaillaient avec nous de PMA ont arrêté leur activité, d'ailleurs sur demande de l'ARS, parce que finalement, cette préservation de fertilité était considérée comme quelque chose de secondaire. D'abord, le risque de diminution de fertilité, ce n'est qu'un risque. Il y a plein de patientes qui, heureusement, arrivent toutes seules à avoir des enfants après un cancer du sein. Les chances de pouvoir réussir une FIV après cancer du sein, etc., comme toutes les FIV sont pas de 100%. Donc bref, pour toutes ces raisons, dans le contexte épidémique, on a dit stop aux préservations de fertilité. Depuis hier,
l'ARS a redonné l'autorisation au centre de préservation de fertilité de refaire ces préservations de fertilité. Donc, c'est très, très important. Si vous aviez, là, dans les dernières semaines, été diagnostiqué, si vous allez démarrer une chimio, si on vous avait dit non, non, pas de préservation de fertilité, sachez que ça a repris depuis hier. Et donc, ça peut être fait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est bien sûr lié au fait que, heureusement, l'épidémie décroît, que voilà, on est dans une situation plus sereine. Et donc, ça va aussi permettre à toutes ces patientes qui étaient dans ce processus de grossesse de reprendre petit à petit leur prise en charge. Pour la patiente en question, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Encore une fois, elle a 42 ans. Si elle a eu des ovocytes qui ont été congelés ou des embryons, elle peut les utiliser maintenant comme elle peut les utiliser dans un an. Elle n'est pas à quelques mois près. Donc, le fait que ça a été suspendu en mars ne l'empêchera certainement pas de tenter en juin ou même l'année prochaine. Donc, elle a du temps. La fenêtre de tamoxifène, c'est pas très grave. Je ne sais pas si elle a repris son tamoxifène comme le processus était suspendu, mais on sait que la fenêtre de tamoxifène, de toute façon, il faut 3 mois entre l'arrêt du tamoxifène et commencer cette prise en charge en fertilité, parce que du tamoxifène, on en a dans le sang pendant 3 mois. Donc, les 3 mois d'arrêt qu'elle a fait, c'est pas perdu. De toute façon, voilà, si elle a arrêté en mars, de toute façon, elle aurait rien pu faire avant juin, sauf des examens. Et donc, là, elle devrait pouvoir recontacter son centre de PMA et voir dans quelles échéances il la reconvoque. Enfin, l'activité va reprendre. Donc bon, et même si elle ne reprend pas tout de suite, encore une fois, hein, ça peut être juin, ça peut être septembre, il faut qu'elle le fasse dans de bonnes conditions. La fertilité d'une femme avec l'âge, elle diminue à cause des ovocytes. Mais un utérus, il peut accueillir un embryon ou jusqu'à assez tard. Donc voilà, ses 42 ans, ce n'est pas une limite. Alors, elle doit peut-être enlever ses ovaires si elle a une mutation BRCA. Et ça aussi, en général, en fonction du type de mutation de l'histoire familiale, c'est quelque chose qui peut attendre jusqu'à 45 ans. Donc voilà, elle a encore de la marge pour son projet. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup, on est pile dans l'actu. Je ne savais pas pour cette réautorisation qui date d'hier. Ouais. On va certainement faire un article dessus, donc je recontacterai Marie-Céline pour son témoignage. Voilà, bon, Alors, juste une petite chose, Émilie, une dernière petite chose. Si vous ne pouvez pas, juste une information pour les patientes, si elles ne peuvent pas avoir de préservation de fertilité au sens je prélève les ovocytes, etc., on a aussi des médicaments qui peuvent bloquer les ovaires sous chimiothérapie pour justement protéger les ovaires. Les oncologues n'ont pas toujours ce réflexe-là. C'est une modalité de prise en charge plutôt récente. On a plein de données pour montrer que c'est efficace et c'est sans danger. Donc, il y a aussi cette option-là pour les patientes qui ne peuvent pas avoir de préservation tout de suite d'ovocytes. D'accord. Bon, c'est vrai que ça serait super si vous fassiez un petit topo là-dessus avec Ouais, Mickaël. un petit bilan, parce que c'est certainement des questions Ouais. qui vont revenir, donc on va travailler là-dessus. On va finir sur cette petite note positive. Merci encore, professeur Sagachian, pour vos réponses très éclairantes. Merci à toutes de nous avoir rejoints. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Encore une fois, en général, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. On a essayé de les retranscrire à l'écrit sur notre site internet. On a une page en fait questions-réponses qui viennent de nos webinaires. N'hésitez pas à les consulter en espérant que vous y trouveriez la réponse à votre question. Merci encore, à bientôt, prenez soin de vous.